C'est un colloque qui est organisé par Daniel Sénessal, le groupe PS de la Chambre et moi-même, où on a voulu mettre la femme au cœur des débats et voir un petit peu et pouvoir répondre à la question « Être une femme en 2017, est-ce que c'est un parcours de combattante ou est-ce que c'est un parcours de santé ?» Alors je pense qu'on est à une période où, après de nombreux combats gagnés, mais il reste encore de nombreuses inégalités entre les hommes et les femmes. Et donc c'est important de pouvoir refaire le point, où on en est, parce que je pense qu'on est encore loin, par exemple, d'un slogan « à travail égal, salaire égal ». On est encore loin d'arriver à notre objectif. Et donc voilà, donc c'est une journée de réflexion pour essayer de voir comment on peut arriver, comment on peut améliorer encore des choses pour améliorer la situation des femmes. Aujourd'hui, il y a pas mal de causes qui provoquent un appauvrissement de l'ensemble de la population, mais des femmes en particulier. Il y a des causes liées à l'organisation du travail, donc la manière dont on est en train de revoir les législations sur le travail, la flexibilité, un temps partiel non choisi et pas nécessairement bien rémunéré, le fait qu'il faille concilier vie familiale et vie au travail éventuellement si on en a, et ne pas avoir facilement accès à des services qui permettent d'accompagner les enfants, les logements qui sont difficilement accessibles, etc. Mais aussi aujourd'hui il y a cette espèce de culpabilisation en fait des gens sur la manière de ne pas arriver à s'en tirer. Donc les gens ont du mal à aller chercher les droits sociaux auxquels ils devraient avoir accès, que ce soit dans les CPS, il y a l'exclusion du chômage, il y a la diminution du chômage complémentaire si on travaille à temps partiel, etc. Donc il y a toute une série de mesures en fait qui réduisent l'apport financier mensuel dans un ménage, qui agissent sur l'appauvrissement des familles. Il y a aussi toute la débrouille que les femmes doivent mettre en place pour arriver à s'en tirer dans leur quotidien. Et cette débrouille, c'est beaucoup d'énergie pour aller chercher de la nourriture, pour mettre les enfants à l'école, etc., qui va conduire éventuellement à aller manger ses ressources à l'intérieur et affaiblir en quelque sorte une femme dans la vie de son ménage. Il y a le fait de ne pas faire attention à soi pour faire passer d'autres choses plus importantes avant soi, peut-être plus important de payer le loyer et de garder le logement dans lequel on est, plutôt que d'aller se faire soigner, d'aller chez le dentiste, etc. Donc on va pousser ça derrière, ce qui va peut-être aggraver un état de santé, qui fera que quand on est dans un état chronique ou aggravé, qu'on ira vers des soins qui coûteront plus cher, etc. Donc il y a toute une série de contingences qui agissent sur le revenu des ménages et en particulier sur la réalité de vie des femmes, qui les mettent de façon dans une contrainte en fait sociétale extrêmement importante. Ajouter le regard culpabilisant de toute l'organisation de la société aujourd'hui, qui aurait l'air de dire qu'on peut toujours s'en tirer si on veut, il suffit de faire des efforts, etc., qui ajoute en fait au poids que représentent les difficultés qu'il y a à traverser. Donc les politiques publiques qui se sont développées depuis des dizaines d'années n'ont pas pris la mesure de ces évolutions sociologiques par rapport à l'emploi féminin et aussi par rapport à l'évolution des modèles familiaux et de la séparation. Et donc on a des politiques publiques qui se sont dit c'est très bien, les femmes travaillent, ça va augmenter la richesse collective, mais personne ne s'est posé la question de et qu'est-ce qui va se passer pour les 50 heures de travail domestique qu'elles faisaient par semaine? Vont-elles devoir le faire en plus de leur travail? Et comme il n'y a pas eu ce débat politique, et ben c'est ça qui se passe aujourd'hui. Les femmes sont face à la double journée, la triple journée, et on voit émerger un nouveau phénomène qui est celui du burn-out parental, c'est-à-dire je manque de temps, je suis stressée, je travaille beaucoup, j'ai des conditions de travail inégalitaire en plus par rapport à celles des hommes et je dois assumer toutes ces tâches. Et donc on en arrive à des situations où des femmes, et ce sont essentiellement des femmes, vivent ce burn-out parental qui est quelque chose qui est tabou, qui est peu dit, qui est très culpabilisant, surtout pour des femmes. Dire aujourd'hui publiquement je ne suis plus capable de prendre mon enfant dans mes bras, c'est une énorme violence et on n'en parle pas. Et donc ces questions de politique publique sont fondamentales. On connaît les recettes en plus. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les démocraties du nord de l'Europe ont 30 ans d'avance sur des politiques familiales qui ont intégré l'égalité entre les hommes et les femmes. On investit massivement dans les services d'accueil de la petite enfance. On revoit entièrement les systèmes de congés et on les rend égalitaires, congé de paternité, congé parental aussi. On revoit aussi l'organisation du travail avec une approche égalitaire. On va vers une réduction collective du temps de travail. On va certainement pas dans le sens qui est celui qui a été voté aujourd'hui par le gouvernement actuel d'une annualisation du temps de travail. Ça va être une catastrophe pour la conciliation vie familiale, personnelle, professionnelle. Et ce sont les femmes en premier qui vont en pâtir. Et donc on a une série de mesures comme ça qui sont connues. On n'a pas de volonté politique et donc là maintenant, il est temps de le faire.
Alors pourquoi est-ce que les femmes sont plus fragiles que les hommes au départ? Je pense que c'est avant tout une question culturelle, sans doute aussi religieuse, hein, il faut pas nier ça. Et puis d'ailleurs on voit la remontée en puissance de certains discours religieux, c'est jamais bon signe. Voilà. La particularité aussi, c'est qu'on est dans un système économique qui finalement ne s'étonne plus de ces inégalités. On est face à un gouvernement qui génère une véritable politique de mort. Il ne faut pas avoir peur d'utiliser ces termes-là. Ça a été dit, hein, un gouvernement misogyne dont, c'est étonnant, la ministre de la Santé, c'est une femme. C'est elle qui est en charge finalement du bien-être de la population et qui, alors que c'est une femme, prend des mesures dont les premières victimes vont être des femmes. On n'a pas vraiment d'explication. Je ne pense pas que ça soit une volonté particulière. J'ose l'espérer en tout cas, mais c'est un constat. Aujourd'hui, les premières victimes, c'est les femmes. D'une part parce qu'elles sont femmes, mais aussi souvent, et trop souvent, parce qu'elles sont mamans. Il y a aujourd'hui des augmentations d'accès à la santé qui touchent les enfants. Et on sait que dans ces situations-là, finalement, la femme va se retrouver dans une analyse qui va être très simple, hein. Vous savez, il y a plein de gens qui vivent à la fin du mois en comptant chaque euro. Eh bien, une visite chez le médecin, ça peut être 5 ou 6 euros. Les femmes vont se priver d'abord pour que leurs enfants puissent avoir accès aux soins. De nombreux progrès sont encore à réaliser dans bien des domaines, en matière de lutte contre la pauvreté, d'accès aux soins de santé, on vient d'en parler, de participation économique et politique, mais aussi en matière d'emploi et d'égalité salariale. Les droits acquis doivent sans cesse être défendus. Les discours discriminants et parfois inconsciemment stéréotypés doivent être combattus, d'autant plus en temps de crise. D'autant plus sous la montée des conservatismes et des populismes, comme le disait Pascal Vielle.